Bonjour, donc je m'appelle Mariam Chamas, je suis à la direction interministérielle de la transformation publique et au sein d'une unité qui travaille à l'application des sciences comportementales aux politiques publiques. Donc ça va devenir un peu plus clair de ce qu'on entend par sciences comportementales dans quelques minutes. Donc on est une toute petite équipe, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Donc Stéphane Giraud, qui est le responsable de programme, Lauriane Beguer-Chakian et Camille Rosier. Et on collabore aussi avec des équipes d'experts en sciences comportementales, dont de la Behavioral Insights Team, qui est une équipe à la base anglaise, mais qui a récemment un bureau en France, et l'Agence d'innovation comportementale, qui est un collectif de chercheurs. Donc on travaille avec eux sur des sujets, avec chacune de ces deux agences sur des sujets différents. Je vais les exposer tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est un peu ça le modèle de fonctionnement de notre équipe. Mais si on peut passer à la prochaine diapo. Pour un petit peu expliquer de manière succincte, vu que dans le temps imparti, ce qu'on entend quand on parle de sciences comportementales, je vais vous raconter une petite anecdote. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'était dans les années 50 en Inde. Il y avait beaucoup de cobras dans les rues en Inde. À un tel point que le gouvernement a décidé de dire aux gens, bon, ben, on va vous financer, on va vous donner de l'argent si vous nous aidez à ramasser les cobras pour nettoyer les rues. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont pris la chose au sérieux, ils ont commencé à ramasser des cobras, etc. Et après, vu qu'il y avait une rétribution financière quand même assez importante, ils se sont dit, ben, on va faire des élevages de cobras, on va élever des cobras pour avoir plus d'argent. Et donc, beaucoup de gens se sont mis à élever des cobras et le gouvernement a compris qu'il y avait cette stratégie qui était mise en place pour avoir de l'argent. Donc, ils ont décidé d'arrêter de financer les gens qui ramenaient des cobras. Et du coup, les gens, de manière aussi un peu prévisible, ont relâché les cobras dans les rues. Donc, on s'est retrouvé dans une situation à la fin où il y avait beaucoup plus de cobras dans les rues qu'initialement, parce que les solutions qui étaient mises en place pour changer ce comportement, ou en tout cas pour encourager un comportement, n'étaient pas adaptées à la manière dont les gens se comportaient réellement. Et cet exemple, j'aime beaucoup cette idée. Donc, cette anecdote a pris maintenant le nom d'effet Cobra. Donc, c'est un effet qu'on retrouve dans plein de situations. Je pense qu'autour de vous, vous en connaissez probablement plusieurs, où on met en place des solutions qui ne prennent pas en compte le comportement réel, la manière dont les gens vont réellement se comporter. Et du coup, ça déclenche des problèmes et la solution est finalement pas du tout si optimale. Ça peut paraître lointain comme exemple, on parle de cobra en Inde, mais si on regarde sur la prochaine diapo, beaucoup plus proche de nous, il y a plusieurs exemples comme ça. Donc déjà, avant d'introduire l'autre exemple qui est un peu plus proche de la France, etc., l'idée c'est que les décideurs publics, pour mettre en place des solutions pour changer et faire évoluer des comportements, utilisent des leviers de politique publique, donc la régulation, la taxation, l'information, etc. Et souvent, quand on met en place une politique publique, c'est pour faire évoluer des comportements. On veut faire en sorte, par exemple, si vous pouvez cliquer sur voilà, que ce soit en matière d'épargne ou en matière de sécurité routière, en matière de recyclage, en matière d'environnement, dans n'importe quelle politique publique en fait qu'on peut prendre comme exemple. Le but in fine de cette politique publique, que ce soit par la régulation, la taxation, l'information, c'est de faire évoluer les comportements de manière à ce que les gens se comportent pour l'intérêt général. Sauf que ces leviers-là, parfois, donc comme dans l'effet Cobra que j'ai cité tout à l'heure, qui était financier, peuvent ne pas être adaptés et peuvent être même contre-productifs. Donc la prochaine diapo, je vous donne un peu l'exemple plus proche de nous, si vous pouvez recliquer, pardon. Typiquement en Israël, et ça a été d'ailleurs le cas dans quelques régions en France, on s'est dit que pour faire en sorte que les parents arrivent à temps pour chercher leurs enfants à l'école ou à la crèche, on va mettre une amende et du coup ils vont arriver à temps. Et ça paraît très intuitif et logique et adapté comme solution. Sauf que quand ça a été concrètement mis en place, non seulement les parents n'arrivaient pas à temps, mais ils arrivaient encore plus en retard qu'avant. Et l'idée ici, c'est que n'ayant pas d'autre solution,
Et le fait qu'il y ait des transactions, enfin de l'argent dans l'histoire, ça rend le contexte de cette situation, ça la rend un peu dans un contexte marchand, et on se dit, bon, ben, je vais payer si je paye tant, je peux arriver une demi-heure en retard, si je paye tant, je peux arriver une heure en retard, etc. Et du coup, encore une fois, la solution n'est pas forcément adaptée au comportement. Alors qu'aujourd'hui, en recherche, que ce soit en psychologie, en sciences cognitives, en neurosciences, en sociologie, il y a énormément de domaines qui s'intéressent au comportement humain, qui commencent de plus en plus à préciser la manière dont on se comporte, la manière dont, par exemple, typiquement, si je prends le cas de cette crèche, on est très sensible aux normes sociales, ou au fait de rendre d'autres personnel de l'école en retard. Donc, par exemple, si l'accent était plus mis sur le fait qu'en arrivant en retard, on est en train de mettre tout un tas de personnes qui ont eux-mêmes des familles en retard, ce levier aurait peut-être mieux fonctionné qu'un levier dans ce contexte-là qui est financier. Donc, si on passe à la prochaine diapo, désolée, celle-là, elle est un peu animée, donc je vais vous demander de petit à petit, voilà, jusqu'ici, s'il vous plaît, après on passera à la suite. Donc, en gros, les exemples que j'ai un peu cités pour l'instant nous amènent à deux constats. Premier constat, c'est que parfois, on met en place des politiques publiques qui ne sont pas adaptées au comportement réel des citoyens, qui sont plus adaptées à un comportement qui peut être prédit par les modèles économiques, mais qui n'est pas vraiment, qui part pas en tout cas de insights qu'on a en psychologie. Et aussi, et ça c'est encore quelque chose qui est encore plus important, et d'ailleurs c'est l'accent sur lequel nous, c'est la chose sur laquelle nous on essaye de travailler beaucoup dans notre équipe, c'est le fait que des politiques publiques sont très souvent mises en place sans être testées ou évaluées avant leur déploiement. Pour des raisons qu'on peut comprendre, parce qu'il faut aller vite, on ne peut pas tester chaque chose. Évidemment, on n'est pas pour l'évaluation de chaque moindre décision, mais il y a beaucoup de fois où on peut faire une évaluation à petite échelle avant de mettre en place ces politiques publiques. Et donc, le premier constat, c'est qu'on peut avoir des politiques publiques qui peuvent avoir des effets rebonds. Et de l'autre côté, d'un côté plutôt positif des choses, c'est que les sciences comportementales, donc les connaissances qu'on a accumulées, comme je disais, dans différents domaines qui étudient la cognition humaine, ont produit des connaissances qui sont assez robustes, qui ont été testées, qui ont été répliquées, dont on est plus ou moins maintenant, je ne vais pas dire certain, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise dans le domaine scientifique, mais en tout cas, on sait que la plupart des gens vont se comporter de cette manière-là. Et les méthodes scientifiques aussi peuvent être très utiles pour évaluer l'efficacité des politiques publiques. Et donc ça peut nous aider à élaborer des politiques publiques qui sont déjà centrées usagées par définition, puisqu'elles partent du comportement réel des citoyens, et elles sont fondées sur les preuves. Donc, si on peut passer les trois, je pense que ce sera plus simple. L'idée, c'est que notre équipe se concentre sur trois types d'activités en partant de tout ce que je viens de dire. Premièrement, l'application des sciences comportementales dans la mise en place de politiques publiques très très diverses. On travaille autour de 12 sujets très très différents. Par exemple, l'insertion des jeunes, la dématérialisation, mais aussi, je reviendrai sur la protection du consommateur parce que c'est différent des autres et c'est vraiment un domaine qui est extrêmement intéressant et naissant. On travaille aussi sur les stéréotypes liés au handicap, donc dans l'embauche, sur la réduction de la prescription des antibiotiques, le sommeil des enfants, la pollution de l'air intérieur, la vaccination, en tout cas la défiance à la vaccination et l'activité physique. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les sujets sur lesquels on est les plus actifs en ce moment. La méthode qu'on utilise pour mettre en place, pour accompagner en tout cas ces ministères sur ces sujets, c'est une méthode qui part vraiment de la méthode des essais randomisés contrôlés, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des projets qui sont assez long terme, donc minimum 8 mois, mais qui peuvent aller jusqu'à 1 an et demi, où on a une phase d'observation de terrain, où on croise ce qu'on observe sur le terrain avec beaucoup d'interviews, beaucoup de être sur place, observer un peu les interactions, typiquement par exemple sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap. On était dans des agences de Pôle emploi, observer les interactions, on a discuté avec plein de personnes en situation de handicap, avec des conseillers, donc c'est un travail de terrain qui est assez long, assez détaillé, pour essayer de comprendre le contexte spécifique
de la question sur laquelle on travaille. On croise ensuite ces informations avec les données qu'on a, nous, dans la littérature, par exemple, sur la perception de soi quand on est en situation de handicap, etc. Et ensuite, on met en place une solution qui est co-construite avec tous les acteurs impliqués, en fait, que ce soit l'usager, que ce soit les conseillers ou même les personnes, les agents, pas de terrain, mais dans les ministères. Et ensuite, on met en place une solution à petite échelle. Quand je dis petite échelle, c'est variable d'un projet à l'autre. Par exemple, il y a des projets sur lesquels on a testé sur 2,5 millions d'usagers, d'autres sur lesquels on a testé sur 300 000 usagers, etc. Donc, on a des situations contrôle où les choses se font comme elles étaient habituellement, des situations de test avec des versions déclinées de notre solution selon les leviers comportementaux différents qu'on pense être prometteurs. Et ensuite, la solution, si elle est efficace, est recommandée pour un déploiement à large échelle. Donc ça, c'est une grande partie de notre activité. Une autre grande partie de l'activité sur laquelle notre équipe travaille, et ça, c'est vraiment celle sur laquelle il y a le plus de, de focus cette année, parce que c'est vraiment le sujet, un des sujets les plus importants aujourd'hui, c'est la simplification administrative. Et donc, on a toute une partie de l'équipe qui est dédiée à comment faire remonter de la part des citoyens les sources de complexité et de friction de ce formulaire est très complexe, cette procédure ou cette démarche est compliquée, elle prend trop de temps, etc. Les sources de confusion, les faire remonter pour inciter les administrations à simplifier et à rendre beaucoup plus clair et navigable euh, toutes les démarches auxquelles sont confrontés les citoyens. Et on travaille beaucoup aussi sur la simplification de documents. Donc, on applique les connaissances en sciences comportementales et là, un peu plus proche du UX design pour faire en sorte que ce soit très intuitif et simple de terminer une procédure. Avec aussi une partie qui n'est pas encore très développée, mais qu'on souhaite développer cette année, des tests usagers de ces documents. Et pour terminer, une activité de diffusion, évidemment. On fait des rapports, des guides. D'ailleurs, si vous allez sur le site web de la DITP, donc modernisation.gouv.fr, vous trouverez énormément de guides sur la phobie administrative, sur les sciences comportementales appliquées à la transition écologique et à beaucoup de sujets au travail, au management, etc. Donc, on a aussi beaucoup d'événements et de webinaires en ligne. Le prochain est d'ailleurs le 29 septembre. Je profite pour faire l'annonce. Et donc, voilà, c'est un petit peu le résumé. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps, mais en tout cas, c'est le résumé de notre activité. Et évidemment, je peux répondre à toutes les questions s'il y a des parties qui vous intéressent particulièrement. Merci beaucoup.